Gergovie, tout le monde sait où c'est, mais Alésia. Blois devient le lieu où on aime assassiner les gens. Depuis 1946, Cannes fait son festival. Mais 68, ce n'est pas que le quartier latin, c'est aussi Lyon, Bordeaux, Strasbourg. L'histoire de Soissons ne se résume pas à celle d'un vase. Tous les chemins mènent à Reims. Mais la victoire de Charles Martel a-t-elle bien eu lieu à Poitiers ? Grande date de nos régions, une émission animée par Éric Labaille et Cédric Delaunay. Un podcast ici en région. Son nom est connu de tous car il est largement présent dans l'espace public. On ne compte pas les rues ou les établissements scolaires qui ont été baptisés de son nom. Pourtant, Paul-Louis Courier reste méconnu du grand public. Or, cette grande figure du début du 19e siècle ne manque pas d'intérêt. Tour à tour officier d'artillerie et spécialiste de la culture grecque antique, pamphlétaire et esprit engagé, il a trouvé une fin tragique dans un bois de la région tourangelle. Cette mort ajoute au mystère et à l'intérêt du personnage. Pour évoquer Paul-Louis Courier, son œuvre et sa disparition, j'ai la chance de ne pas recevoir un partenaire aujourd'hui, mais deux. Car à Cédric Delaunay, professeur agrégé d'histoire qui anime régulièrement ses podcasts avec moi, est venu se joindre Mano Secaldi Bonenfant, un élève en classe de 5e au collège Honoré de Balzac d'Azel-Rideau. Bonjour Cédric et bonjour Mano. Bonjour. Bonjour. On va commencer par le commencement et par une présentation succincte. Qui est Paul-Louis Courier, Mano? Donc, Paul-Louis Courier est né le 4 janvier 1772 à Paris. Il vivra il déménagera très vite en Touraine. Il vivra confortablement. Il n'aura pas de problème particulier de richesse. Et il aura des formations en mathématiques et en grec ancien. Le grec ancien sera quelque chose qui va lui permettre plus tard de traduire un document. D'accord. Et les mathématiques, à l'époque, servent beaucoup à entrer dans certaines carrières, notamment militaires, de ce que l'on appelle les armes savantes. Donc lui, il va s'engager dans L'artillerie. l'artillerie. Donc il va être officier d'artillerie. Et il va faire les campagnes de la Révolution et de l'Empire en tant qu'officier d'artillerie. Donc quelle est cette période? C'est une période entièrement marquée par le côté militaire de sa personne, donc la période qui commence Révolution et Empire. Alors, la période militaire, donc, sera marquée par une indiscipline chronique de la part de Paul-Louis, qui aura beaucoup de mal à accepter des supérieurs. Donc, il y aura une tension importante qui va se créer durant cette période. C'est gênant quand même quand on est dans la hiérarchie militaire de ne pas supporter la hiérarchie, c'est quand même une particularité. Non, mais il fait quand même il participe à beaucoup de campagnes, beaucoup de batailles, et notamment la bataille de Wagram en 1809, je crois. Hein. Oui, indirectement, mais il y participera. À cette occasion, je crois qu'il y a une petite anecdote. Hein. Il est officier d'artillerie à cheval et il a juste oublié son cheval, donc il a fait la bataille à pied. Voilà, c'est une petite parenthèse. J'aime bien ce genre de petite. Tiens, j'ai oublié un truc. Voilà, j'ai oublié un truc. Bien. Et il finit en rupture de banc avec l'armée. Il ne peut pas y rester finalement. Et donc, ça fait partie de ce genre de personnage d'intellectuel qui, effectivement, a une approche pluridisciplinaire et qui très vite s'aperçoit au contact des armes. C'est-à-dire que quand on sort de la théorie et qu'on rentre dans la pratique avec toutes les horreurs de la guerre, les cadavres, etc., il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas cette vision, ce choc, ces odeurs aussi. Et il va donc se réfugier plutôt dans une activité intellectuelle et aussi engagée d'un point de vue politique, car c'est quelqu'un qu'on peut qualifier de libéral. d'accord. Donc déjà, il se distingue par son idéologie. Donc après avoir quitté l'armée, il s'installe en Touraine. Donc il vient en Touraine et il achète une forêt. Il achète la forêt de Larçay à 115 000 francs de D'accord. l'époque. Et il devient finalement un propriétaire terrien. Un châtelain. Un châtelain, voilà, quelqu'un, donc vous disiez tout à l'heure, Mano, qu'il était aisé, qu'il n'avait jamais eu vraiment de problème matériel, et là il vit comme un bourgeois finalement. Oui. Donc une contradiction qui apparaît assez vite entre un personnage qui a des idées assez avancées et qui mène le train de vie d'un bourgeois qui exploite ses terres et qui fait exploiter ses terres par des agriculteurs, des paysans qui travaillent pour son compte.
Il vit en famille en Touraine, donc il a sa vie est implantée ici. Il commence à développer des thèses, des théories politiques. Quelle est sa personnalité, son parcours? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur, oui, sur l'homme Paul-Louis Courier? Alors, il se créera une identité, donc Paul-Louis Vigneron, défendant avec des pamphlets, donc le peuple avec un grand P. Parce qu'en réalité, avec les personnes physiques, matérielles, il était exécrable. Il était décrit comme quelqu'un de vraiment détestable. D'accord. Donc, très ambigu comme personnage. Il n'est pas là où on l'attend. Quelqu'un qui a des pensées sociales devrait être quelqu'un de relativement généreux, de relativement ouvert. Donc, apparemment, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas du tout. D'accord. Il a un Et petit surnom, je crois. oui, Oui, ça lui vaudra d'ailleurs le surnom de rogneur de portions, parce qu'il faisait tout pour du coup rogner les portions en fait de ses employés pour économiser encore et toujours plus, alors qu'il était déjà à l'aise financièrement. sympathique, sympathique comme personnage. Nous arrivons en 1825, donc un petit rappel historique, 1825, nous sommes pendant la Restauration. Voici 10 ans que Louis XVIII a remplacé l'Empire et que après des périodes de terreur blanche, des périodes politiquement assez contraignantes pour l'opposition, cette opposition essaie de reprendre pied, C'est tous les atermoiements en fait de la politique de la Restauration. On a un régime qui revoit revenir au pouvoir les Bourbons, hein, en tout cas les frères cadets, hein, de Louis XVI, qui ont été obligés d'accepter, bon gré mal gré, l'acceptation de la signature d'une charte qu'ils concèdent au peuple. Donc on n'est pas dans une constitution au sens propre, mais très clairement à un pouvoir que certains voulaient comme un retour à l'ancien régime. En fait, on a un compromis dans lequel le roi se voit déléguer l'autorité exécutive, contrôle le pouvoir législatif, où il y a un suffrage censitaire qui contrôle assez strictement l'ordre des votants, et où les libertés publiques qui sont censées être respectées, effectivement, peuvent être rognées à intervalles réguliers. Et c'est pour ça qu'un personnage comme Paul-Louis Courier se retrouve en délicatesse avec ce pouvoir, parce que un écrit, un propos peut être très vite jugé comme séditieux, notamment quand il y a des périodes de crise. Effectivement, c'est pas la Restauration, c'est pas un temps constant. Il y a des périodes où effectivement il y a eu la Terreur blanche, hein, en 1815-1816, pas tellement dans la région tourangelle, mais plutôt dans le sud-ouest de la France. Et après, ça s'est un petit peu calmé, mais avec l'assassinat du duc de Berry en 1820, on est dans un retour de une violence politique et une violence policière forte, notamment contre tous ceux qui peuvent être qualifiés de bonapartistes, libéraux, dont fait partie Paul-Louis Courier. et ça vaut à Paul-Louis Courier de se retrouver en prison. Il fait de la prison à plusieurs reprises ou Une seule fois pendant 2 mois. une seule fois pendant 2 mois, d'accord, oui, ce qui est quand même déjà marquant, ouais, comme sanction. Grande date de nos régions. Un podcast ici en région. L'homme est sulfureux par ses idées, par son positionnement pendant la Restauration. Ce qui le rend encore plus sulfureux, c'est sa mort. Il est Assassiné. assassiné. Alors, dans quelles circonstances Paul-Louis Courier est-il assassiné? Les horaires divaguent en fonction des sources que j'ai pu consulter, donc je vous donnerai pas de tranche horaire. Il donc, la journée du 10 avril 1825, part pour inspecter ses bois. 2 heures plus tard environ, dans le carrefour de la Fosse à la Lande, il prend un tir à bout portant dans le dos. Dans le dos. Un assassinat pur et simple. Oui. Net et sans bavure. Alors, la grande question, qui est le coupable, hein? Alors, on va retrouver plusieurs choses grâce à la science médico-légale qui, pour l'époque, on aurait pu s'attendre à quelque chose de plutôt médiocre. Là, cette fois-ci, les médecins concernés vont effectuer un travail exceptionnel. Donc, ils retrouveront des traces de chevrotine, donc qui est une arme de chasse, et la trajectoire des projectiles sera ascendante, ce qui veut dire que le tireur était en position basse par rapport à Paul-Louis. Autrement dit, il était en embuscade dans un buisson ou derrière un arbre.
Donc c'était un meurtre prémédité, ce n'était pas un coup de feu d'un chasseur qui a visé un sanglier et qui a tué Paul-Louis Courrier par hasard. C'était vraiment quelque chose de prémédité. Et souvent dans les enquêtes, il y a bien sûr un truc, c'est le mobile. Quel est le mobile de ce crime? Ou bien plutôt quel n'est pas le mobile du crime? Des idées de mobile, on a pu en retrouver tellement que les juges se sont très vite retrouvés dépassés lors du premier procès. Il y a eu un énorme problème, en fait, c'est la quantité de mobiles. Les premiers mobiles qui viennent à l'esprit, c'est notamment le fait qu'il est détestable avec le peuple. Un règlement de compte. Ouais, voilà. Un règlement de compte, le paysan pas content, lui coule un coup de fusil dans le dos. Première possibilité. Est-ce qu'il y a eu Autre aussi possibilité. est-ce qu'il y a eu aussi la thèse d'un crime politique? Oui, également, et aussi celle d'un crime passionnel. Un crime passionnel? Mais alors, qu'est-ce Il faut nous en dire plus. Mais oui, il faut nous en dire plus. Là, On aurait supposé que le tireur aurait été grandement influencé par sa femme qui avait un amant un amant notoire depuis plusieurs années. D'accord. Madame Courrier n'était pas fidèle à son mari? Non, elle avait un amant, Pierre Dubois, et il a été chassé en 1824. L'amant, le mari, la femme. C'est un scénario de film, tout ça. Donc, un mort qui est un mort sulfureux et qui présente toutes les caractéristiques du mort parfait, en fin de compte, à la fois politique, crapuleux, enfin un meurtre qui pourrait être crapuleux ou un meurtre de cœur. Finalement, est-ce qu'on arrête quelqu'un? Est-ce que quelqu'un est arrêté? Non, mais il y a bien un procès. Donc le procès va se passer à Tours et va accuser Frémont. Il sera acquitté par un manque de preuves directes et une insuffisance juridique de l'indice matériel. Mais alors, qui est ce Frémont? Alors Frémont, c'était son garde-chasse, il me semble, qui avait été menacé d'être licencié en 1825. D'accord, donc on a un mobile. Il peut être licencié, il a la vengeance pour mobile. Alors le procès a lieu à Tours et il conclut Un acquittement. un acquittement, donc un acquittement pour Frémont. D'accord, donc on a un meurtre, on avait un assassin potentiel qui n'en est plus un, qui est acquitté. Donc l'affaire est Elle a été officiellement close. Elle est close. Donc c'est fini, donc circuler, il n'y a plus rien à voir. Elle est close, mais bien sûr, les rumeurs vont se multiplier, vont circuler, parce qu'effectivement, personnage sulfureux, vie privée compliquée, grand propriétaire terrien abject et tyrannique. Il y a beaucoup de coupables potentiels, mais ce qui a été mis en avant, notamment par la presse libérale, la presse d'opposition, c'est la rumeur selon laquelle il aurait été assassiné pour des motivations politique. Et ça correspond aussi au sort d'un grand personnage à Tours dont on connaît le nom d'un boulevard, mais très peu la vie. C'est Pierre-Jean Béranger, chansonnier, pamphlétaire, bonapartiste convaincu, qui eut maille à partir avec le régime de Louis XVIII puis de Charles X, et qui a dans ses écrits multiplié les rumeurs selon lesquelles effectivement le pouvoir ne serait pas loin d'avoir armé la main de l'assassin. Donc oui, les rumeurs, le peu de complot, enfin Voilà, dans tout ça, un peu de complotisme, ça fait du bien. complotisme pour utiliser un mot à la mode aujourd'hui. Tout ça va durer à peu près 4-5 ans, 4 ans, et au bout de 4 ans, il se passe un événement qui va changer la donne. Lors d'une balade en forêt, Sylvie Griveaux tomba de son cheval qui avait cambré au carrefour de la fosse à la Lande. Elle s'exclama directement: j'ai eu aussi peur, enfin mon cheval a eu aussi peur que le jour où on a tué Monsieur Courrier. Alors tout de suite, les personnes qui l'accompagnaient lui ont demandé: mais comment savez-vous ça? Vous n'y étiez pas. Et elle avoua en fait, 5 ans après le meurtre, qu'elle y était avec son amant et qu'elle a tout vu, tout entendu, mais qu'elle s'est tue de peur des représailles. D'accord. Et donc ce nouveau témoignage va changer complètement la donne et rouvrir l'affaire Paul-Louis Courrier. Exactement. Donc, ça va être d'abord des rumeurs qui vont s'intensifier énormément en 1829. Puis en 1830, un nouveau procès est rouvert, mais à cause du principe non bis in idem, donc pas deux fois pour la même chose,
l'accusé, donc Louis Frémont, est acquitté, enfin ne peut pas être jugé et donc ne peut pas recevoir de peine. D'accord. Donc, ce serait a priori lui véritablement le coupable, sauf qu'ayant été acquitté une première fois, il ne peut pas être remis en cause une deuxième fois. C'est absolument terrible ça. Mais alors est-ce que on a le fin mot de l'histoire? Est-ce que Frémont avoue à un moment ou à un autre, même s'il sait qu'il ne pourra plus être condamné? Alors, il était mourant quelques jours avant le procès et il mourra 2 jours après. Lors du procès, il avoue le tir parce qu'il se savait intouchable, probablement, et il dit tout de même: «Ce n'était pas dans pleins arbitres. J'ai été forcé, on m'a dit: "C'est lui ou c'est toi"». D'accord, donc il y a eu des pressions extérieures. Manipulé? Est-ce C'est que nous sommes face au Lee Harvey Oswald tourangeau? Je pose la question. ouais, oh, je pense que Paul-Louis Courrier n'est pas Kennedy quand même. Donc on va et finalement, qu'est-ce qui reste de cette histoire-là? Il reste, un homme engagé, qui est un homme ambigu, avec des pratiques, humaines qui ne sont pas forcément celles qu'il prône dans ses pamphlets. Un homme dont le parcours finalement aura été, très intéressant, de son parcours militaire à son parcours de propriétaire terrien, à son parcours intellectuel. Un helléniste également, Paul-Louis Courrier. Un meurtre qui révèle l'importance des rumeurs. Vous avez parlé tous les 2, hein, énormément de rumeurs. Rumeurs, après le meurtre, rumeurs après le procès, rumeurs après la réouverture des enquêtes avec le cas de Frémont. Que devient Madame Courrier après la mort de son mari? Alors, Madame Courrier se remarie alors avec Théodore Monnoir, s'installe à Genève et intègre un milieu humanitaire, donc la future Croix-Rouge. Ouais, donc là, on voit la filiation encore, c'est encore un autre élément important. On voit la filiation entre ces penseurs humanistes, ces milieux humanistes du début du 19e siècle avec ce que La Hen- naissance d'institutions modernes. Henri Dunant concrétisera après 1859. Ouais. Eh bien, je vous remercie tous les deux. Merci Cédric, merci Mano pour cette brillante présentation d'un personnage, comme je le disais en introduction, méconnu du grand public et pourtant très présent. Hein, les rues Paul-Louis Courrier, les boulevards Paul-Louis Courrier, il y en a beaucoup dans notre pays. Et encore merci et je vous donne rendez-vous à une prochaine émission à ce micro. En attendant, je vous conseille de lire Les Grandes Dates de Touraine, hein, écrit par, par Cédric, et disponible dans toutes les maisons de la presse et les librairies, enfin, les bonnes maisons de la presse et les bonnes librairies. Merci à tous les deux. Au revoir. Au revoir. Retrouvez tous nos podcasts, livres, articles et vidéos sur notre site internet icienregion.fr.